Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Je m'appelle Jean-Marie Vianney, je vous souhaite la bienvenue. Et cette émission particulière, j'ai le plaisir de recevoir à cette émission César Ndema Moussa, qui est directeur régional de l'Est de l'Ontario en équité, diversité et inclusion, donc pour l'aide à l'enfance, et puis président de Nord-Sud, un organisme dans la région qui travaille. En tout cas, il va nous parler lui-même. Bonjour et bienvenue à l'émission César. Bonjour, merci Jean-Marie, merci Rogers TV de me recevoir. Voilà, donc écoutons, l'émission s'appelle Vivre Ensemble, et c'est parce qu'on veut parler de cette réalité-là. Et puis, pour parler de cette réalité-là, donc chacun a peut-être ses lunettes, chacun a son vécu, chacun a son histoire. Mais ce qui est certain, malgré toutes ces histoires, nous allons dans la même direction et nous sommes tous des humains. Et on a voulu, en vous invitant, que vous partagiez un peu de votre point de vue sur ces réalités-là. Mais c'est important pour ceux et celles qui vont écouter cette conversation de voir à partir de où vous parlez. Alors, pour vous connaître mieux, on poserait la question de savoir qui êtes-vous? Bien. Déjà, l'émission est terminée là. Déjà, merci de me recevoir dans la mesure où ces sujets, le vivre ensemble, sont importants dans une société canadienne, mais occidentale, et en fait, dans cette planète où il paraît y avoir tant de différences, mais comme je dis souvent dans le cadre de mes conférences et formations, n'attendons pas que des extraterrestres viennent nous envahir pour que nous nous rendions compte que nous sommes d'abord et avant tout humains. Oui. On vient tous de l'Afrique, mais en ce sens, nous devons travailler pour créer de meilleures sociétés, et en ce sens, moi-même, dans mes fonctions professionnelles, de directeur régional, mais également de président de Racines et Culture Canada, c'est de vraiment œuvrer, non pas tant dans la critique de la société canadienne et du monde, mais d'œuvrer pour en faire des sociétés qui sont réellement des sociétés non seulement de droit, non seulement des sociétés de liberté, mais également des sociétés de devoir. Nous avons des devoirs les uns envers les autres, des obligations les uns envers les autres. Et pour créer un réel vivre ensemble, ce n'est pas une simple question de penser que nous y sommes arrivés par rapport à l'époque actuelle, mais de comprendre, tel on le voit à travers le monde, que les revendications sont autant valables. Pourquoi? Car les injustices sont toujours autour de nous, tel on a vu avec le Covid et d'autres mouvances politiques encore. Alors donc, c'était intéressant ce que vous venez de nous dire, et je pense que ça part quand même d'un certain constat, d'un certain vécu. Et pour vous, quel a été le fil conducteur de votre volonté de vous engager à non seulement à parler de ces enjeux-là, mais à les mettre en œuvre, et puis également de la troisième chose, c'est bien parler, c'est bien de les mettre sur la sellette, mais aussi c'est encore important d'apporter des véritables solutions concrètes, parce que ça en découle de la vie des humains. Excellente question où je vais répondre d'une manière un peu cliché, mais la vérité est que comme tant de choses, ça commence à la maison, ça commence dans le foyer, donc dans cet environnement où, dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir des parents avec une forte conscience identitaire, une forte conscience politique, et ils m'ont inculqué cela. Tu connais mon père a été un leader communautaire, et avant d'être avocat, ici, il a été professeur d'université en France. Donc, j'ai baigné dans un environnement intellectuel, mais également culturel par rapport à mes racines. Alors, hélas, conséquence de la colonisation, j'ai perdu mon parler douala de mes racines. Mais
Je suis un panafricaniste engagé, mais pas engagé seulement sur le plan de la conscience intellectuelle. Exemple, rappeler la belle histoire de l'Afrique avec ses hauts et ses bas, mais c'est d'œuvrer au niveau de nos communautés pour que nos personnes, mais quand je dis nos personnes, je ne parle pas juste au niveau des Noirs. Je parle, tel qu'on peut voir dans les écoles élémentaires, secondaires, on parle d'une société d'enfants, de jeunes, mais également de professionnels noirs qui coexistent, qui cohabitent avec des personnes de toutes origines, de toutes couleurs. Par contre, on doit se poser la question, notamment quand on parle de vivre ensemble, est-ce que nous vivons vraiment ensemble ou nous coexistons les uns à côté des autres? Et la réponse, selon vous? La réponse est que malheureusement, en raison des inégalités qu'il y a dans les sociétés, en raison des injustices qui sont notamment prouvées par les statistiques. Quand on regarde les statistiques telles au Canada, exactement, c'est qu'il y a une inéquité par rapport aux réalités des personnes noires et autochtones au Canada, tout comme noires, maghrébines en France, etc., noirs et latinos aux États-Unis. Donc, nous devons œuvrer, et ainsi j'œuvre dans le cadre de mon organisme, mais également dans le cadre de ma fonction professionnelle, j'œuvre pour adresser ces inégalités et tenter de les corriger non seulement par l'éducation, mais en adressant des politiques et procédures au niveau de cadre supérieur, mais également de formation de fonctionnaires. Et vous en faites beaucoup, des conférences, des rencontres, des ateliers, des forums. Vous êtes une personnalité assez reconnue et volubile au sein de la communauté. Quel est le constat de la réalité sur le terrain, vous qui êtes sur le terrain constamment et tout le temps, au niveau de l'enfance, à l'éducation et au niveau des professionnels qui travaillent avec tous les différents milieux dans lesquels vous œuvrez? Bien, comment dire cela, j'ai la particularité, mais je dois dire la chance, d'œuvrer dans plusieurs secteurs. Donc, oui, directeur régional dans l'enfance, mais je suis également formateur, conférencier dans d'autres secteurs tels de l'éducation, mais également la police, la santé mentale, etc. Et donc, ce que je peux dire, c'est que pour la majorité des gens veulent juste vivre, veulent juste pouvoir retourner à leur famille, veulent juste pouvoir voir leurs enfants grandir. On prend un exemple tragique qui a eu lieu cette semaine, cette fusillade du 4 juillet aux États-Unis. On ne s'imagine pas tel, mais en même temps, on ne s'imagine pas avoir ces enfants-là à l'école et une fusillade, ou bien aller faire des épiceries et une fusillade. Nous devons éviter une société où les polarités, donc qui se créent tant au niveau des idéologies, mènent à des extrémismes tels de violence. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est que malheureusement, il y a une sorte d'apathie, un manque de confiance envers les gouvernants, une manque de confiance également, il faut le dire. Pourquoi cette apathie? Parce que, voyez-vous, c'est une question d'intérêt. Je dis trop souvent, quand on regarde au niveau du champ politique et au niveau de ceux qui gouvernent, on a beaucoup plus l'impression que ce sont leurs intérêts au-delà des discours. Donc, les discours sont bien, sont intéressants. C'est bien rédigé. C'est bien rédigé, voilà. Ça fait plaisir d'entendre. Exactement, mais ça flatte l'esprit. Le terrain. Mais dans la réalité, sur le terrain, c'est pour ça que, notamment quand on voit dans l'après-Covid, l'inflation. Mais au-delà de l'inflation, la santé mentale des populations, mais également l'aspect de la réintégration professionnelle des gens. Cela fait que beaucoup de gens se sentent apathiques, ne sentent pas qu'il y a vraiment un progrès. Pourtant, il faut non seulement convaincre les gens qu'il y a un progrès, mais amener les institutions, les dirigeants à comprendre leur propre intérêt dans la nature du progrès et du changement tel dans le milieu de travail, mais également changement au niveau de la société. Exemple, l'environnement, ce genre de choses, oui. Une personne qui a un vécu comme le vôtre, plus de presque 3 continents, l'Afrique, l'Europe, ici. Exact. Comment est-ce qu'on fait le mélange? Comment est-ce qu'on jongle avec ces réalités-là? Parce que elles peuvent être les mêmes, mais avec des complexités, des susceptibilités. Qu'est-ce qu'on prend ici, on amène là-bas dans son sac, et qu'est-ce qu'on enlève ou qu'est-ce qu'on jette pour faciliter non seulement dans ça, la compréhension de soi-même, mais la compréhension des autres aussi, de nous, et puis la compréhension du milieu ambiant dans lequel on opère. La question est excellente. Pourquoi? Parce que tu as mentionné le terme de complexité. Une identité est multiple, une identité est complexe. Je ne serais pas moi-même si je n'avais pas notamment grandi en France. Or, dire grandir en France est vide de sens sans honorer
le fait que je sois né dans ce pays, certains diront enclo-colonial, du Cameroun. Cela forge mon identité au même titre qu'être ici au Canada. Alors oui, je déteste toujours l'hiver canadien, mais j'ai eu l'honneur de représenter le Canada 2 fois, en arts martiaux au début de la vingtaine et en compétition académique à la fin vingtaine. Cet honneur qui m'est donné m'aide à me forger en tant qu'individu, oui, mais également en tant que membre d'une communauté. Communauté noire, oui, mais également une communauté plus large, telle définie par mon passeport canadien, mais également partout où je vais, cette couleur de peau qui est la mienne, cette origine africaine qui est la mienne, très souvent honnie, très souvent victime de racisme, mais qui est également une source de fierté. De fierté que, pour se tenir debout. Et en ce sens, quand je dis se tenir debout, c'est de me tenir debout pour la justice. C'est d'oser avoir le courage d'être celui qui se lève là où beaucoup sont apeurés. Ce n'est pas en soi apeuré parce que lâche, apeuré pourquoi les systèmes les écrasent, la survie domine les mentalités. Et donc, il faut qu'on ait des individus, des filles, des garçons, des femmes, des hommes, des personnes de la diversité, diversité sexuelle, mais également des personnes en situation de handicap diverses, visibles et invisibles, etc., etc., que l'on met de l'avant pour dire voici le vrai visage de la société. Et ce vrai visage, c'est un visage d'une société où, quand on parle de vivre ensemble, c'est de reconnaître que nous ne vivons pas tous et toutes les mêmes réalités et donc nous devons tenter de créer une société d'équité où toutes et tous ont des chances de pouvoir vivre pleinement leur vie, pouvoir vivre pleinement leur potentiel. Après, à chacun de faire ses efforts, de réussir, mais de faire également une introspection par rapport à ses échecs pour se relever. Dans le domaine de l'enfance, qui est l'aide à l'enfance, quels sont les défis que vous avez constatés? Quels sont les défis auxquels vous faites face? Bien, pour dire la vérité, les défis sont similaires à d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que la base de l'institution de l'aide à l'enfance au Canada est... en fait, quand on dit au Canada, la vérité, du Canada au Brésil, mais également en Océanie, la base de l'institution est fondée sur une famille dite nucléaire, donc père, mère, 2 enfants, blancs, chrétiens. Cette base vient de l'Angleterre. Pourquoi? Ce sont des pays anglo-saxons colonisés. Et donc, cette mentalité, cette base historique, mais également socio-économique, forge la nature des discriminations. Dans l'aide à l'enfance... Et des services qui sont offerts aussi. Absolument. C'est pour cela que dans l'aide à l'enfance, mais dans tous les services, on parle de disproportionnalité au niveau de la représentation statistique des individus en marginalisation, mais également disparité par rapport à la qualité des services qui sont rendus, où les personnes blanches reçoivent de meilleurs services que les personnes puisqu'ils sont foncés de peau, ainsi les Noirs et les Autochtones au bas. Donc, la base de ces discriminations étant dans la nature eurocentrique de la société de colonisation dans laquelle nous vivons, cela fait que dans l'aide à l'enfance, surreprésentation des enfants noirs et autochtones, de par l'Ontario, mais également, quand on regarde dans toutes les institutions, on voit les séquelles de maladies mentales en raison d'oppression, mais également en raison du fait de la négligence. Donc, pour donner un exemple ici, dans l'aide à l'enfance, comme dans d'autres institutions, on parle de la négligence de familles noires par rapport à leurs enfants, alors qu'en fait, c'est le racisme et la pauvreté qui mènent à une plus grande interaction de ces familles avec l'institution. Mais ce racisme, cette pauvreté, c'est quoi? Ce sont des constructions sociales par rapport aux identités dominantes, donc les personnes blanches, pour rester en situation de pouvoir. Ce n'est pas une question de dire que chaque personne blanche est raciste. C'est dommage qu'on doive le répéter, mais il faut le dire pour celles et ceux qui entendent mal. Ce n'est jamais question de dire que chaque personne blanche est raciste, mais c'est une question de reconnaître que la société et les institutions en soi sont racistes. Et donc, il faut déconstruire, il faut adresser les enjeux et il faut adresser de nouveaux paramètres de relation entre les individus. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, chaque institution est une institution qui est marquée par des rapports de force dans le cadre d'une société plus grande. Voilà, donc avec votre permission, Cézanne Demamoussa, nous allons prendre une courte pause et on va revenir avec toute cette discussion pour vous qui nous suivez à la maison. Donc ne quittez pas, restez à l'écoute et on revient avec la continuité de cette discussion et on parlera beaucoup plus sur le vivre ensemble. À tout de suite.
filles, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Cette semaine, on rencontre Benoît Laflamme, un conférencier qui vit avec un handicap et qui partage son parcours atypique pour motiver les gens à se propulser au maximum. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Alors, bonjour, bienvenue après la pause. Donc, je suis avec César Ndemamoussa, donc directeur régional de l'Est de l'Ontario de l'équité, diversité, inclusivité, donc à l'aide à l'enfance, et puis président de Nord-Sud Développement, et Racine et Culture, en fait. L'émission s'appelle Vivre ensemble et c'est important aussi d'écouter les définitions que les gens se font. Moi, je suis toujours tout oui à la définition que mes invités me proposent. Alors, quelle définition tu me proposerais du vivre ensemble? Je sais que tu en as parlé un peu en première partie, mais s'il fallait être succinct, faire un atelier, par exemple, quelle définition tu donnerais aux formateurs, aux étudiants dans tes milieux respectifs d'opération? Je vais tenter de faire simple parce que c'est évidemment je peux faire une conférence, un atelier sur le vivre ensemble. Ça peut prendre des heures. Exactement. Mais pour tenter de faire simple, je vais adresser un concept que l'on entend souvent, l'inclusion. Et donc, quand on parle de vivre ensemble, évidemment, on pense à la notion d'inclusion, donc inclure les gens. Bien que ce soit populaire, je vais la contredire. Pourquoi? L'inclusion, tel j'explique en conférence et en formation, c'est le fait d'avoir des individus de différentes identités dans la salle. C'est très bien, c'est beau, ça fait une belle photo, une belle carte postale. Mais ce n'est pas ça le vivre ensemble. Ce n'est pas ça la réalité concrète quand on parle notamment d'équité et de diversité. Alors pourquoi je dis l'inclusion? Il faut aller au-delà de l'inclusion, il faut parler d'inclusivité. Parce que l'inclusivité, c'est quoi? Concept de sciences sociales qui fait référence au fait d'aller au-delà de l'inclusion. Pourquoi? Car là où l'inclusion, c'est juste d'avoir la diversité dans la salle, l'inclusivité, c'est de faire référence à cette inclusion en se posant la question, est-ce que la femme noire qui est dans la salle peut être la patronne? Est-ce qu'elle peut être la CEO? Est-ce que la personne autochtone est limitée juste à parler par exemple, des écoles résidentielles, ou bien cette personne autochtone peut avoir un pouvoir réel et concret de changer les politiques et procédures. Dans les personnes en position de pouvoir et de gestion. Exactement, mais pour pouvoir le faire, il faut prendre conscience de l'histoire des gens, de la réalité sociale des gens. Tel je dis souvent, on est ici entre noirs, blancs, asiatiques, arabes, autochtones. Mais la réalité statistique est que l'on vit des vies différentes. Quels sont ceux qui sont en haut, quels sont ceux au milieu, quels sont ceux qui sont à la traîne? Exactement. Et donc, est-ce qu'on est prêt à parler des privilèges? Est-ce qu'on est prêt à adresser le fait que, exemple, ce pays du Canada a été fondé par John A. Macdonald, le premier ministre. Mais est-ce qu'on est prêt à vraiment parler de son rôle au niveau des écoles résidentielles? Et si on est prêt à en parler, est-ce qu'on est prêt à parler du fait que les missionnaires, les pasteurs et prêtres étaient également présents en Afrique et il y avait aussi des écoles résidentielles en Afrique. Et donc, est-ce qu'on est vraiment prêt à parler d'inclusivité pour déconstruire les systèmes d'oppression et les institutions qui maintiennent les éléments de domination, ou bien on fait toujours de la surface, on fait toujours de la façade. Trop souvent, c'est ce qui arrive et c'est ça qui fait que beaucoup de gens deviennent apathiques jusqu'à ce qu'il y ait un événement tragique, tel le meurtre enregistré de George Floyd, qui a amené des millions de personnes dans la rue. Or, si on est honnête, combien de ces personnes auraient été dans la rue s'il y avait toujours des matchs de hockey ou de basketball, où il y avait des spectacles de rassemblement pour célébrer, contribuer à Nous devons avoir des citoyens réellement engagés et pas juste engagés en raison d'une émotivité temporaire. Ça demande une pensée complexe, mais une pensée complexe est nécessaire pour créer un vivre ensemble qui est réel et non un vivre ensemble où les individus
portent des masques, car les masques se cassent. Et quand ils se cassent, qu'est-ce que l'on voit? La douleur humaine, la souffrance. On voit le Covid et la santé mentale, mais également la violence domestique, etc., etc. Et à force de porter un masque, je vais prendre l'image, on finit par s'étouffer. En fait. On finit par s'étouffer, on finit par ne plus se reconnaître. Parce qu'en fait, c'est un peu comme notre héros panafricaniste, Frantz Fanon, parlant de l'aliénation des personnes noires en raison de la colonisation. On finit par ne plus être soi-même et donc on entre ici dans un conflit face au miroir. L'image que le miroir nous renvoie, c'est la même chose que la société. Si on casse le miroir parce que notre image que ça nous l'exemple ça rejette. Mais c'est exactement ça. Le miroir doit se casser pour reconstruire un qui est plus sain. Je donne un exemple classique. Le Canada, une belle image mondiale, une belle carte postale de pays d'accueil, etc., etc. Mais le Canada, pour moi qui suis africain, pour toi qui es africain, on sait très bien, le Canada construit des puits en Afrique pour aider des populations des villages, alors qu'ici, on a des populations autochtones qui n'ont pas accès à de l'eau potable. C'est scandaleux. Il faut le dénoncer. Mais le dénoncer, c'est de venir avec des solutions concrètes pour changer les narratifs et permettre réellement un vivre ensemble où, tel on a dit il y a quelques jours, le jour du Canada, est-ce que tout le monde au Canada se sent d'esprit de célébrer le jour du Canada. C'est ça qu'on doit adresser. Et puis donc, vous parlez des réalités. Donc, par exemple, il y a la réalité de George Floyd. Vous êtes un homme noir et il y a l'utilisation des mots, par exemple le mot haine et tout. Vous êtes un panafricaniste. On parle des notions du privilège. On parle également des mots comme racisme systémique. Dans quel contexte où se situe votre engagement par rapport à tous ces différents enjeux-là? Vous qui avez côtoyé différents milieux d'éducation, la petite enfance, les milieux professionnels, quand on fait une balance, quand on secoue un peu tous ces milieux, quelle est la poussière qui en sort qu'est-ce qui sort de cette poussière-là? Je pense qu'il faut respecter les sensibilités des individus, des communautés marginalisées par rapport à l'utilisation des mots. Ne minimisons pas l'importance des mots. Pourquoi? Parce que du mot vient l'action qui offense, qui fait mal, qui tue. Toutefois, et ceci peut choquer certaines personnes, il faut pouvoir avoir un discours honnête, rationnel, mais en même temps équitable. Si je prends l'exemple de la polémique sur le mot haine par rapport à ce livre québécois Nègre blanc d'Amérique, si je peux le dire comme ça. Il faut reconnaître que c'est une œuvre, mais de garder l'utilisation du mot dans son contexte. Dans son contexte, et de dénoncer le racisme, absolument, tout comme de pouvoir critiquer la réalité d'être noir, tel au Québec, mais également en Ontario, comme aux États-Unis, en France, par rapport à une impression de personnes blanches se sentant marginalisées en raison d'être francophones dans un pays majoritairement anglophone comme le Canada. Je suis également aide-conseil, donc conseiller expert pour la faculté des arts de l'Université d'Ottawa. Je le suis devenu avant la polémique du mot en haine qui a eu lieu à l'université. Et telle est mon approche. Respecter les étudiants se sentant offensés, mais pouvoir également comprendre que dans un contexte académique, il faut qu'on ait le courage d'utiliser les mots tels dans leur contexte et de pouvoir les adresser et les déconstruire. Donc, on pourrait l'utiliser, le mot? Ben, bien sûr qu'on peut l'utiliser. Et il ne faut pas Et je dis cela pourquoi? Parce que si on est honnête, il faut que l'on puisse également regarder la communauté noire où, exemple, l'influence de la musique rap, ce mot est utilisé à foison. Mais pourquoi ce mot est utilisé à foison? Pourquoi? C'est parce que les propriétaires des compagnies de musique ne sont pas des Noirs. Et donc, ils encouragent un tel usage de langage qui marginalise davantage nos jeunes qui se trouvent fortement limités dans leur vocabulaire. Il faut que l'on déconstruise cela. Pourquoi? Parce que c'est une société raciste qui utilise des mots racistes où le mot noir est utilisé trop souvent pour tout ce qui est négatif, tel notamment notre héros panafricaniste Martin Luther King l'a dénoncé notamment dans son discours « Black is beautiful ». Mais on vit toujours dans une société où des philosophes tels Hegel, mais également Ibn Khaldun, sont toujours enseignés, tout comme Voltaire,
avec les propos racistes qu'ils ont dit par rapport aux Africains, aux Noirs. Mais qui les adresse? Donc, utiliser le mot, oui, mais utilisez-les dans leur contexte, tout en dénonçant leur utilisation pour réveiller non seulement la conscience des jeunes noirs, mais également des personnes noires plus âgées, mais également des personnes blanches et des personnes de toutes les origines, pour comprendre que c'est une construction sociale qui détruit tout le monde. Donc vous mettez l'accent sur la compréhension du mot avant son utilisation, ou le contexte de son utilisation sont importants à déterminer. Toujours, parce que sinon on tombe toujours dans l'émotivité. Et dans cette émotivité, qu'est-ce qui arrive? Une trop grande victimisation et avec une culpabilisation par défaut. Trop grande victimisation où on se dit que tout ce qui nous arrive est parce qu'on est noir. Exemple, tomber dans la psychose de cette invention qui est... C'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis... Exactement, ça devient une psychose où on finit par se bloquer. Une déresponsabilisation aussi. Un peu comme dans cette malédiction de Cam, que trop de noirs, par conditionnement religieux, associés à leur malheur, mais également une surculpabilisation où on se met à voir par défaut toute personne blanche comme étant des héritiers de Christophe Colomb comme de Hitler, alors que c'est faux. Exactement. La vaste majorité des Noirs ne sont que victimes de l'histoire, tout comme la vaste majorité des Blancs n'ont rien demandé par rapport aux génocidaires et aux criminels qui ne partagent que leur couleur de peau. Exactement. Et donc, la dernière minute de l'émission, j'aimerais... Vous êtes un homme noir, vous êtes un père, vous avez le devoir de passer le témoin. Est-ce que quelle est la réalité de l'homme noir dans ce contexte nord-américain et particulièrement canadien? Surtout, vous avez décrit l'image de George Floyd qui a été... on ne fait pas le dessin ici, on connaît l'histoire. Mais quel est avez-vous l'espoir par rapport à le devenir, l'avenir de l'homme noir dans tout dans ce contexte de vivre ensemble? Dans le contexte de vivre ensemble, alors déjà, je ne suis pas ce que l'on appelle un positiviste, je suis un réaliste. Mais je suis un réaliste qui a toujours l'espoir d'une amélioration des choses, qu'importe comment la situation peut paraître pire. Il faut déjà comprendre que George Floyd, c'est un arbre qui cache la forêt. Pourquoi? Parce que juste ici à Ottawa, en 2016, on a eu Abdirahman Abdi. Quelle est la réalité? Les réalités des hommes noirs sont diverses et multiples. Que l'on pense à Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche au monde, ou bien à des Jay-Z, mais également... Qui ne peut pas voyager. Voilà, mais également que l'on pense au fait que, par exemple, je suis cadre supérieur, là où beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont diplômés, mais se retrouvent à travailler sous-payés dans des conditions qui ne leur font honneur. Donc c'est de travailler bien, pour améliorer cela. La réalité est encore profonde, il faut continuer à la travailler. Mais il faut continuer à travailler, pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, qu'importe la situation de la personne noire, lorsqu'une voiture de police arrive derrière nous, on a une union du fait que c'est qu'il y a un danger réel. En tout cas, merci encore d'être passé. À la prochaine. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous discuterons avec le directeur général de l'AFO de leur prochaine rencontre virtuelle annuelle. Par la suite, vous découvrirez deux artistes extrêmement talentueux qui seront en vedette au Centre national des arts. Finalement, Aja Bessler, DG de la Fondation Dialogue, vous dévoilera la toute nouvelle signature visuelle de son organisme. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.